La République démocratique du Congo est éliminée et Harry Kane vient d'inscrire son nom un peu plus profondément dans l'histoire du mondial. Le tableau des huitièmes de finale du mondial 2026 est complet et, sur le papier, les affiches ressemblent à certaines des confrontations les plus explosives que l'on ait vues à ce stade d'un tournoi depuis longtemps. Il reste 16 équipes, 8 matchs sont fixés, 4 jours de football nous attendent et, avant d'entrer dans tout cela, un élément beaucoup plus large plane sur cette compétition alors qu'il est trop peu évoqué par ceux qui la regardent depuis leur canapé. Cette mondiale n'est plus seulement une histoire de football. Elle est devenue, en silence, l'un des événements sportifs les plus imbriqués dans la politique de l'histoire moderne, et les deux hommes au centre de cette affaire sont le président Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Commençons par ce qui vient de se passer sur le terrain, car cela mérite une vraie sortie avant toute autre chose. À Atlanta, le Congo a tenu l'Angleterre sur le score d'1-0 de la 7e minute jusqu'à la 75e. Son gardien, Lionel Mpassi, a livré une prestation qui a laissé tout le monde du football sans voix, repoussant les têtes de Jude Bellingham, les reprises de volée de Harry Kane, les frappes de Marcus Rashford, pendant plus d'une heure de pression anglaise incessante qui ne parvenait pas à céder. Mais à la fin, Kane a fait ce que Kane semble toujours faire. Il s'est élevé pour reprendre de la tête un centre d'Anthony Gordon à la 75e minute et égaliser, puis alors que le temps filait, il a envoyé une frappe splendide dans la lucarne à la 86e minute pour qualifier l'Angleterre sur le score de 2-1. Ces 2 buts ont porté son total historique en mondial à 13, le faisant passer devant le légendaire Pelé, avec qui il partageait jusque-là une place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi. Le Congo rentre chez lui, mais il rentre après avoir mené contre l'Angleterre pendant 68 minutes, lors du tout premier match couperet de son histoire en mondial. Ce n'est pas un échec. C'est une histoire que l'on racontera pendant des décennies à Kinshasa et au-delà. Revenons maintenant sur tout ce qui s'est déroulé dans cette phase des 32e, car pris dans son ensemble, le tableau est extraordinaire. Le Canada a battu l'Afrique du Sud 1-0, avec Stephen Eustáquio, buteur dans le temps additionnel, et Alphonso Davies de retour de blessure, pour disputer ses premières minutes depuis les groupes, un moment émouvant pour un joueur et pour un pays qui avait besoin de le voir en forme. Le Brésil a survécu à une alerte face au Japon en s'imposant 2-1. La Norvège a éliminé la Côte d'Ivoire 2-1. Erling Haaland inscrivant le but décisif dans ce qui constitue la première victoire de la Norvège en phase éliminatoire d'un mondial de toute son histoire footballistique. La France a démantelé la Suède sur le score de 3-0, avec un Kylian Mbappé à la baguette dans une performance qui ressemblait moins à une victoire en 32e qu'à un avertissement lancé à toutes les équipes en vie dans le tableau. Le Mexique a battu l'Équateur 2-1 à l'Estadio Azteca, devant un public local assourdissant. Le Maroc a sorti les Pays-Bas au tir au but après un match nul, 1-1, prolongeant son parcours remarquable dans ce mondial. Le Paraguay a réussi une incroyable victoire au tir au but contre l'Allemagne, un résultat déjà évoqué comme l'une des grandes surprises de l'histoire des matchs couperets en mondial. Le Sénégal est revenu pour battre la Belgique. Les États-Unis ont dominé la Bosnie-Herzégovine. La Croatie a éliminé le Portugal au tir au but. L'Algérie a sorti la Suisse, l'Égypte a éliminé l'Australie, l'Argentine a écrasé le Cap-Vert 4-0, et la Colombie a battu le Ghana pour compléter le tableau de cette phase des 32e. Le champ des 16 équipes est fixé. Voici les huitièmes de finale, match par match. Le samedi 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, 2 rencontres ouvrent la série. Le Canada affronte le Maroc à Houston en début d'après-midi, heure de l'Est. Prenez une seconde pour mesurer cette affiche. Le Maroc vient d'éliminer les Pays-Bas au tir au but après avoir tenu en échec l'un des favoris du tournoi. Le Canada vient de gagner le premier match couperet de son histoire en mondial et retrouve Alphonso Davies dans son effectif. C'est un duel équilibré entre 2 équipes portées par l'élan, la confiance et la conviction, avec un vainqueur qui ira à Boston pour les quarts de finale. Le même après-midi, à Philadelphie, le Paraguay affrontera la France.
Le Paraguay arrive après avoir signé ce qui est sans doute la plus grande surprise de l'histoire des phases à élimination directe du mondial, en sortant l'Allemagne, quadruple championne du monde, au tir au but. La France sort d'un 3-0 impitoyable contre la Suède et apparaît comme l'équipe la plus forte en lice. Mbappé face à une équipe qui vient de faire tomber l'un des vrais géants de ce sport. C'est une affiche immanquable à tout niveau. Le dimanche 5 juillet, le Brésil affronte la Norvège dans le New Jersey et cette rencontre a des allures de combat de poids lourd de ses huitièmes de finale. Erling Haaland, qui dispute son tout premier grand tournoi masculin, a déjà marqué 4 buts dans cette compétition et se retrouve maintenant face à un Brésil qui a progressivement pris de l'élan après une entrée hésitante en groupe. Vinicius Junior cherchera à désorganiser une défense norvégienne qui s'est révélée bien plus solide que prévu. Carlo Ancelotti espère rapprocher la sélection d'un pas supplémentaire de la fin d'une attente de 24 ans sans soulever le trophée du mondial. Plus tard dans la même soirée, l'Angleterre se rend à l'Estadio Azteca à Mexico pour affronter le Mexique. Les Three Lions contre l'un des co-organisateurs, devant ce qui promet d'être l'une des ambiances les plus bruyantes et électriques du tournoi. Le Mexique a atteint ce stade en battant l'Équateur et porte le poids et l'énergie d'un pays entier. L'Angleterre, elle, sort d'une victoire difficile mais finalement convaincante contre le Congo. C'est le match que tous les fans neutres de ce mondial ont coché dans leur calendrier. Le lundi 6 juillet, le vainqueur d'Espagne-Autriche rencontrera le vainqueur de Croatie-Portugal à Dallas. Ces deux 32e ont eux aussi offert leur lot de tension. La victoire de la Croatie au tir, au but contre le Portugal, a été chargée d'émotion, car elle pourrait bien avoir marqué la dernière apparition de Cristiano Ronaldo sur une scène de mondial. L'Espagne, de son côté, a battu l'Autriche 3-1 et a dégagé une vraie impression de danger, avec Lamine Yamal porté par une confiance électrique tout le match. Cette place en quart de finale à Dallas prend la forme de quelque chose de spécial. Plus tard, ce même lundi, à Seattle, le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine affrontera le vainqueur de Belgique-Sénégal. Les deux résultats sont tombés le même jour. Les États-Unis ont battu la Bosnie 2-1. Le Sénégal a signé un retour spectaculaire pour éliminer la Belgique 2-1. Ce sera donc États-Unis contre Sénégal lundi soir à Seattle, avec des Américains à domicile devant un Lumenfield à guichet fermé, face à une équipe africaine qui vient d'éliminer un véritable prétendant au titre. Le mardi 7 juillet, 2 derniers matchs complètent le tableau des huitièmes. À Atlanta, le vainqueur d'Argentine-Cap-Vert affrontera le vainqueur d'Australie-Égypte. L'Argentine a écarté le Cap-Vert 4-0. L'Égypte a battu l'Australie 2-1. Ce sera donc Lionel Messi et l'Argentine contre l'Égypte à Atlanta, avec une Égypte passée par une phase de groupe chaotique avant d'éliminer l'Australie, et une Argentine qui arrive en championne du monde en titre, avec un Messi au sommet de son art, déjà auteur de 8 buts dans ce mondial. Puis, à Vancouver, la Colombie affrontera l'Algérie ou la Suisse. Comme l'Algérie a battu la Suisse 2-1, l'affiche a été confirmée. Colombie contre Algérie, entre une sélection sud-américaine qui a terminé en tête de son groupe et une nation africaine devenue une des histoires de toute cette phase éliminatoire. Maintenant, prenons du recul et regardons l'ensemble du tableau, parce que ce qui ressort en alignant les 8 affiches, c'est à quel point la route vers la finale s'est ouverte. Rien que dans la moitié haute, il y a France-Paraguay et Canada-Maroc. Les vainqueurs de ces 2 matchs se retrouveront à Boston en quart de finale, ce qui signifie qu'il existe un scénario réel où le Paraguay, qui vient de battre l'Allemagne, et le Maroc, qui vient de battre les Pays-Bas, se retrouvent tous les deux parmi les 8 derniers de ce mondial. Ce n'est plus une hypothèse lointaine. C'est une possibilité concrète, fondée sur ce que ces 2 équipes ont déjà prouvé sur le terrain dans cette phase éliminatoire. Et dans la moitié basse, on trouve l'Angleterre au combat à l'Azteca, le Brésil face à la Norvège de Haaland et l'Argentine contre l'Égypte. 3 des noms les plus mythiques de l'histoire du football, tous dans la même moitié du tableau, ce qui veut dire qu'un seul d'entre eux au maximum pourra atteindre la finale en juillet.
Le programme complet des 8e court du 4 au 7 juillet, avec 8 matchs répartis entre Houston, Philadelphie, le New Jersey, Mexico, Dallas, Seattle, Atlanta et Vancouver. Chacune de ces rencontres est un vrai match couperé, où l'écart de niveau entre les adversaires paraît plus réduit que dans toute mondiale récente. Le Congo est sorti. Il a tout donné et a failli signer l'un des grands exploits de l'histoire de cette compétition, mais le mondial continue, et ce qui arrive dans les 4 prochains jours pourrait être la séquence de football la plus intense que le monde verra de l'année. Mais le football n'est que la moitié de ce qui se joue dans ce mondial en ce moment, et ignorer l'autre moitié reviendrait à trahir cette histoire. En coulisses, le mondial s'est profondément mêlé à la politique américaine, d'une manière que l'on n'avait jamais vue dans un mondial masculine. Cette semaine, de nouvelles révélations ont indiqué que le président Trump avait accepté environ 15 000 $ de billets et d'hospitalité de la FIFA directement de Gianni Infantino, des déclarations qui suscitent un nouvel examen au moment où le mondial entre dans sa phase éliminatoire. Le calendrier compte, car Trump devrait remettre personnellement le trophée du mondial à l'équipe victorieuse le 19 juillet, une image que la FIFA et la Maison-Blanche souhaitent clairement, mais qui, selon des organismes de surveillance de l'éthique, brouille de manière inédite la frontière entre sport et théâtre politique. Tout remonte au mois de décembre, lorsque Infantino a remis à Trump le tout nouveau prix de la paix, inventé par la FIFA, lors de la cérémonie du tirage au sort du mondial à Washington, à quelques minutes de la Maison-Blanche. Infantino y a vu une reconnaissance de ce que devrait incarner un dirigeant, mais la séquence a déclenché une plainte éthique formelle de l'Organisation de défense des droits humains, Fair Square, qui affirme qu'Infantino a violé au moins 4 règles distinctes de neutralité de la FIFA en récompensant un responsable politique en exercice, tout en saluant son programme devant les caméras. Des élus européens ont depuis ajouté leur pression, plusieurs membres du Parlement européen demandant publiquement au comité d'éthique de la FIFA de mener une vraie enquête plutôt que d'enterrer discrètement la plainte, et cette pression semble s'intensifier au lieu de retomber, selon des parlementaires cités dans les dernières couvertures du dossier. Il y a aussi une histoire plus discrète sous tout cela. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ouvert des enquêtes sur les pratiques de billetterie de la FIFA pour le mondial, afin de déterminer si les fans ont été induits en erreur par des systèmes de tarification dynamique qui ont fait gonfler les prix au-delà des estimations initiales. Infantino a publiquement balayé les critiques, déclarant aux journalistes à Mexico, avant le début du tournoi, que ses détracteurs devraient se détendre, alors même que les plaintes continuèrent de s'accumuler au sujet des retards de visa, des prix d'hôtel gonflés et de règles de revente confuses dans les 3 hôtes. Et puis il y a l'Iran. Ce tournoi a marqué la première fois qu'un mondial débutait, alors que le hôte, les États-Unis, restait dans un état de tension active avec une nation participante, l'Iran, dont les joueurs n'ont reçu leur visa d'entrée que dans la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la compétition. Infantino affirme que la FIFA a rendu cela possible à elle seule, allant jusqu'à dire à des responsables iraniens qu'il aurait conduit lui-même l'équipe depuis Téhéran si c'était ce qu'il fallait pour la faire entrer sur le terrain. Une déclaration accueillie avec autant d'admiration que de scepticisme selon les interlocuteurs. Rien de tout cela ne confirme que l'identité du vainqueur du trophée le 19 juillet en sera affectée, et rien ici ne suggère qu'un résultat de match ait été influencé par la politique. Mais cela signifie que, lorsque Trump montera sur le podium de la finale, quelles que soient les 2 équipes présentes, l'image sera lue différemment selon l'endroit du monde d'où on la regardera. Certains y voient un moment historique de puissance d'influence américaine exposée. D'autres y voient exactement le type d'imbrication politique que la FIFA affirme publiquement vouloir éviter depuis des décennies. Ces 2 lectures circulent parmi les fans, les journalistes et les dirigeants du football, et aucune ne disparaîtra avant le coup de sifflet final. Il existe une autre couche à cette histoire qui mérite d'être détaillée car elle remonte plus loin que la cérémonie du prix de la paix de décembre.
La relation entre Trump et Infantino n'a pas commencé cette année. Elle remonte à 2018, lorsque les États-Unis, le Mexique et le Canada ont obtenu l'organisation de ce mondial et qu'Infantino a effectué sa première visite à la Maison-Blanche 2 mois plus tard seulement. Depuis, cette relation n'a fait que se renforcer, Infantino décrivant à plusieurs reprises Trump comme un ami personnel proche, plutôt que comme un simple chef d'État avec lequel il doit travailler. Ce type de langage venant d'un dirigeant sportif supposément neutre fait lever les sourcils dans le monde du football depuis des années, mais il est devenu impossible à ignorer maintenant que le mondial se déroule sur le sol américain. Les critiques de cet arrangement soulignent un point assez simple. Les statuts de la FIFA engagent explicitement l'organisation à respecter la neutralité politique en interdisant les gestes ouvertement politiques de la part des joueurs, des entraîneurs et des fédérations. Pourtant, selon la plainte de Fair Square, ce même règlement ne semble pas s'être appliqué à Infantino lui-même, qui a publié en ligne des messages de célébration après l'investiture de Trump, est apparu à ses côtés lors d'événements diplomatiques sans lien direct, y compris de récentes discussions de cessez-le-feu, et a publiquement exprimé son soutien à son agenda intérieur lors de conférences d'affaires à Miami. Les défenseurs d'Infantino répondent que l'organisation du tournoi aux États-Unis impose une relation de travail avec la personne qui occupe la Maison-Blanche, et que le critiquer pour entretenir cette relation revient à méconnaître la réalité pratique de la gestion d'un événement sportif mondial dans le système politique d'un autre. La solidité de cet argument fait débat cette semaine dans les médias sportifs et les cercles de défense des droits humains, sans résolution claire en vue avant la finale. Ce qui rend ce mondial plus inhabituel, c'est le chevauchement des controverses. L'enquête sur la billetterie menée par les procureurs généraux de New York et du New Jersey suit sa propre voie, centrée uniquement sur la protection des consommateurs et sur la question de savoir si les fans ont vu des estimations de prix trompeuses avant de finaliser leurs achats. Cette enquête n'a pas de lien direct avec la plainte liée au prix de la paix, ni avec le dossier éthique de Fair Square, mais les deux histoires se sont entremêlées dans le débat public parce qu'elles se déroulent le même mois, nourrissant un récit plus large selon lequel ce mondial connaissait des problèmes de gouvernance et de transparence bien avant le coup d'envoi d'un seul match couperet. Des témoignages de fans à Mexico, Seattle et Vancouver ont décrit des files d'attente sur les marchés de revente, des hausses soudaines de prix liées au pic de demande autour des grandes affiches et une frustration générale face à un système que beaucoup jugent plus soucieux de revenus que d'accessibilité pour les fans ordinaires. Il y a enfin la situation de l'Iran, qui porte son propre poids, séparé de la billetterie ou des cérémonies de récompense. La tension diplomatique entre Washington et Téhéran est un arrière-plan constant de la politique mondiale depuis des années, mais voir une nation participante affronter l'incertitude des visas quelques jours avant ses premiers matchs de groupe a ajouté une dimension concrète que la plupart des mondiaux précédents n'avaient jamais eu à gérer. L'insistance d'Infantino à dire que la FIFA a obtenu seul ses visas et son affirmation selon laquelle il aurait personnellement conduit l'équipe à travers les frontières internationales si nécessaire se lit soit comme une démonstration sincère de son engagement à préserver un tournoi vraiment mondial, soit comme du théâtre typiquement infantinien. Quoi qu'il en soit, les joueurs iraniens ont fini par entrer sur le terrain et leur parcours en groupe, même s'il s'est arrêté avant les matchs couperets, a été présenté comme le symbole d'un tournoi parvenu à tenir malgré les pressions politiques extérieures. Tout cela tourbillonne autour d'un tableau qui, sportivement, a déjà livré certains des drames à élimination directe les plus mémorables des Coupes du Monde récentes. Le Paraguay éliminant l'Allemagne. Le Maroc éliminant les Pays-Bas. Le Congo poussant l'Angleterre dans ses retranchements, avant de tomber dans le dernier quart du match. Ce sont des histoires qui, d'ordinaire, domineraient le cycle d'un mondial et qui, dans n'importe quel autre tournoi, seraient la seule conversation. Au lieu de cela, elles partagent l'espace avec des questions sur des prix de la paix, des procédures liées au prix des billets et la présence attendue d'un président lors de la remise du trophée dans quelques semaines. Si cette attention divisée s'estompera à l'approche des demi-finales,
ou si elle s'intensifiera à mesure que la lumière sur la finale deviendra plus forte, reste une des intrigues de l'été. Pour l'instant, le calendrier du football avance malgré le bruit qui l'entoure. 8 villes, 8 matchs, 4 jours qui feront passer ce groupe de 16 à 8 équipes ayant une vraie chance de soulever le trophée le 19 juillet. Chaque rencontre porte son propre poids, sa propre histoire et ses propres récits, ajoutés à tout ce qui se passe en dehors du terrain. Et quoi qu'il arrive politiquement d'ici au coup de sifflet final, le football lui-même, au moins jusqu'ici, a mérité l'attention qu'il reçoit.